que ça se passe. Ben, moi, je suis dans le Bénin, quoi. Je ne suis pas en dehors du Bénin. Et je suis dans le milieu qu'on appelle milieu intellectuel. Et quand vous prenez de ce milieu intellectuel, dites-moi combien vont à la télé. Pour parler, par exemple, simplement. Parce que la condition d'indignation suffisante n'est pas encore réalisée. Et qu'est-ce qui va réaliser cette condition? On peut aller dans les détails, on va en discuter. Donc, vous pouvez informer, quoi. On va vous regarder comme un politicien. Oui, vous savez, il y a eu des problèmes avec Talon, il y a eu des problèmes avec... C'est comme ça, on finit par vous conclure sur vous. C'est ça la problématique. Quand vous avez vu, moi, depuis que je parle, je n'ai pas dit que le président Kandid Azanaï fait quelque chose de mauvais. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Ce que je dis, j'ai dit chacun détient une clé. Aucun d'eux n'a la stratégie. La stratégie. La, ça veut dire une stratégie. Chacun d'eux détient une clé. Et c'est la mise en commun des clés qui va produire le résultat. Tant qu'il y a eu dans sa quête linéaire d'aller faire une élection contre Talon et gagner, et Talon l'a décrit, oui, parce que depuis que moi j'ai pris le pouvoir, il a décidé de me pourrir la vie, et donc moi aussi j'ai pris la décision de lui pourrir la vie, de lui montrer que ça se fera sans lui, et rien ne va se passer. Et est-ce que rien s'est passé jusque-là? Vous n'en verrez pas. Les gens disent, mais pourquoi le peuple pour lequel Yahya Boni lutte, est-ce que le peuple a perçu vraiment que c'est une lutte pour lui que Yahya Boni fait? Mais si même le peuple le percevait, la sortie de Talon maintenant déconstruit tout ça. Mais c'est ça le problème de la perception aujourd'hui, parce que c'est une question de perception. Et donc, bon, maintenant, on est libre, hein, comme je l'ai dit, chacun peut être libre de penser que oui, c'est sa stratégie qui va gagner, puis bon, donc on verra d'ici là, un temps, bon, sa stratégie va finir par gagner. Mais ce que moi je dis, le président Talon a dit clairement les problèmes. Maintenant, il a dit clairement les problèmes. Et si vous ne l'avez pas écouté, maintenant, allez l'écouter. Moi, vous savez, par exemple, moi, j'ai beaucoup de choses contre beaucoup de personnes de la mouvance. Je ne veux pas nommer de personnes pour ne pas frustrer qui que ce soit. J'ai beaucoup de choses, mais chaque fois qu'ils sortent pour parler, je les écoute. Je les écoute. Je les écoute parce que si tu n'as pas écouté la personne, tu ne peux pas parler de lui. Allez écouter le président Talon de bout en bout et appliquer ce que je vous ai dit au départ, l'implicature. Appliquez ça, écoutez-le. Pourquoi je fais ça? Yahya Boni a fait si. Et voilà. Posez maintenant la question, mais quand il a fait ça, qu'est-ce que vous l'avez fait? Et vous allez, dans notre histoire politique de ces 10 dernières années, chercher les réponses. Quand vous avez fini de trouver les réponses, vous verrez que mais il a déjà donné tous les problèmes. Il a déjà résolu le problème lui-même. Et c'est pourquoi je dis que à partir du moment où il a résolu le problème, on n'a plus besoin de ce qu'on appelle le Sénat là. Le Sénat a été conçu par lui pour résoudre ce problème. On n'a plus besoin de Sénat. et il suffit de laisser les choses aller de façon naturelle et que chacun sorte de la scène de façon naturelle. Maintenant, chacun peut penser ce qu'il veut. Et c'est pour cela que, oui, moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire, voici la stratégie. Il n'y a pas une stratégie qui est la stratégie. C'est une stratégie composite qui est la stratégie. Ok, merci beaucoup. Monsieur Armand, est-ce que vous êtes là? Oui, bien. Non, je n'ai pas encore donné de motion, donc, parce que tout le monde n'a pas parlé. Donc, c'est pour ça que je n'accorde pas pour le moment les motions. Donc, permettez aux autres de... Il y a ceux qui sont nouvellement montés que vous êtes. Oui, juste un instant, monsieur Yeto, un instant, oui. Oui, monsieur Armand, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur Biafrika. Je salue tous ceux qui sont là, mon ami le Russe, tout le monde. Je salue et je remercie beaucoup le docteur Paul-Marie Ouessou pour le message qui vient de nous dire. Moi, je suis un peu bizarre dans ce qui se passe.
Parce que j'ai compris que ceux-là qui ont lutté contre le président Mathieu Kérékou avaient lutté pour un pouvoir illégitime. C'est-à-dire, le président Mathieu Kérékou a pris le pouvoir en 72 de façon par coup d'État et consort. Donc, c'était un pouvoir illégitime. Aujourd'hui, nous avons au pouvoir quelqu'un qui n'est pas illégitime. Le président Patrice Talon, selon notre constitution, est régulièrement le président de la République du Bénin. Il n'a pas encore manifesté sa volonté de ne pas quitter le pouvoir et de briguer un troisième mandat. Donc, il faut forcément penser les choses autrement. C'est-à-dire, on parle de résistance, mais dans tous les autres pays qu'ils ont parlé de résistance, il y a d'abord eu la volonté d'aller à l'élection. Il y a d'abord eu la volonté d'aller à l'élection par les leaders politiques de l'opposition. Dans d'autres pays, quand il y a eu des révolutions, je pense que le peuple s'est levé de lui-même. Par exemple, au Népal, c'est le peuple qui s'est levé de lui-même. En Afghanistan, c'est le peuple même qui s'est levé de lui-même. Il n'y a pas un politicien qui soit devant pour leur dire « levez-vous ». Au Burkina Faso, en 2013, c'était deux artistes burkinabés, à savoir Sam Skaludia et Smokey, qui s'appelle Serge Bambara, qui ont initié le ballet citoyen contre un pouvoir qui est là depuis des dizaines d'années. Et le peuple a suivi, parce qu'ils en avaient marre. Mais actuellement au Bénin, il y a d'abord eu l'option d'aller à l'élection. Vous avez eu la chance d'avoir un parti politique de l'opposition qui a exactement ce qu'il faut pour aller à l'élection présidentielle de 2026, c'est-à-dire le parti LD. Il y a le président candidat Zanaï qui n'est pas pour ces élections-là. Mais il fallait quand même essayer de conjuguer avec LD et l'élément motivateur du peuple qui va lever le peuple contre le régime en place pouvait même s'en sortir de là. Il y a Kemi Seba qui n'a jamais mis de côté les élections. Le 1er janvier 2025, il a annoncé son désir de candidater à l'élection présidentielle et il a bel et bien sollicité le parti LD. Après ça, il y a eu d'autres options, l'Assise nationale et l'opération Jéricho. Après cela, quand les démocrates ont sorti des critères de désignation de leurs candidats, Kemi Seba ne s'est pas retrouvé dans ces critères. Donc il se disait, si je partais déposer mes 25 millions avec mes dossiers, c'est sûr que je ne serais pas choisi, donc je me retire. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui évite les élections, quelqu'un qui ne croit pas aux élections. Donc je dis, aujourd'hui, le président Patrice Talon, dans 6 mois, va quitter le pouvoir. Peu importe celui-là qui viendra au pouvoir après lui, que ça soit de son clan ou pas, c'est sûr et certain que celui-là ne sera jamais le président Patrice Talon. Il y a la volonté de créer un Sénat où les anciens chefs d'État et les anciens présidents des institutions iront s'asseoir pour contrôler les actions du gouvernement, du prochain gouvernement, et aussi essayer d'être un pouvoir aussi pour le Parlement. Chose qui n'a pas encore vu le jour, par faute d'un député qui manque. Pour le moment, je pense que si nous voulons vraiment le changement, parce que ici je vois 2 changements que les gens demandent. Il y a un changement qui demande à ce que Patrice Talon quitte le pouvoir et quitte les affaires politiques du Bénin. Ils n'ont rien contre le système en place. Il y a le clan que le système dégage, le système que nous avons hérité en 90 dégage. On s'en fout désormais de ce qu'on appelle démocratie, contrôlé par les Occidentaux, il y a des qui ne sont pas pour ce système. Mais pourtant, j'arrive à les voir ensemble sur un même panel et parler de résistance. Ça voudra dire qu'on peut bien se mettre ensemble. Mais pour se mettre ensemble, après 2026, pourquoi ne pas penser à mettre en place une formation politique qui va prendre en compte toutes les idéologies, même si on ne partage pas totalement les autres idéologies, parce que Kemi Seba dit qu'il n'est pas démocrate, mais qu'il préfère soutenir les démocrates pour les élections qu'ils veulent partir. Malgré qu'il n'a pas la même idéologie que les démocrates, il leur a donné son soutien parce qu'il pense que c'est aussi une clé pour changer ce qui est là. Voilà. Pourquoi ne pas mettre en place un parti politique ou une formation politique qui va essayer de discuter les élections législatives de 2031, avoir le nombre de parrains qu'il faut, si le code n'a pas été révisé, et peut-être dans 10 ans, c'est-à-dire en 2036, candidater à déposer un candidat, un dieu candidat,
pour battre le candidat qui va succéder à Wadaï en 2036. Pourquoi ne pas penser à cela? Pourquoi vouloir les choses aujourd'hui et maintenant? Du moment où le président Patrice Talon quitte les affaires dans pratiquement 6 mois. C'est la question que je voudrais poser, M. Paul et Dr Paul Marie. Pourquoi ne pas penser à cela? Merci beaucoup. Oui, je partage beaucoup de votre analyse. Et je voudrais, pendant que vous parliez, parce que c'est ça aussi, se cultiver, hein, c'est ça aussi, aller apprendre la théorie. Certains ont eu tendance au début à me faire croire que ça ne veut rien dire d'aller chercher la théorie, quoi. Je vous donne l'exemple de l'Égypte. Vous connaissez les frères musulmans. Et vous savez que les frères musulmans étaient les rejetons de la société égyptienne et qu'on ne veut pas, et qu'on ne voulait pas du tout d'eux. Vous voyez, par exemple, mais quand il y a eu la révolution, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont voulu tout faire pour continuer de contrôler le système. Mais quand ils ont ouvert les élections légèrement seulement, les frères musulmans ont pris le pouvoir. Et vous savez comment ils ont pris le pouvoir? C'est ça qu'on appelle stratégie. C'est ce qu'on appelle stratégie. Bien sûr qu'après une année ou 2 années, on les a renversés. On a renversé celui qui a pris le pouvoir et puis les militaires ont repris le pouvoir. Mais ils ont pris le pouvoir. C'est de ça qu'on parle. Donc, franchement, si vous avez une perception linéaire de la chose, vous n'allez... Enfin, vous allez, ça peut réussir un jour, quoi. Et puis bon, vous allez dire, oui, on a de la chance, quoi. Mais on parle de la méthode. Parce que tout ce qui existe a une méthode, ça a une stratégie, ça a des choses là. Les frères musulmans ont pris le pouvoir dans un environnement où personne, en tout cas, le système établi ne veut pas du tout les sentir. Je vous invite à lire un peu, c'est sur Internet, hein, les frères musulmans, comment ils ont pris le pouvoir, à voir comment ils ont pris le pouvoir. Donc, quand on me dit on ne peut pas prendre le pouvoir chez un dictateur, moi je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Et il existe tellement d'exemples où on a pris, avec les élections, le pouvoir des mains d'un dictateur. Et donc, je ne sais pas pourquoi. On pensait, je dis que l'explication du président Talon aujourd'hui, moi je lui trouve une certaine raison. Mais je ne l'excuse pas par rapport à cette raison-là. Parce que oui, il a fait une gestion enfermée dans une lutte, dans une guerre. Je dis, il a fait une gouvernance de réaction du point de vue politique. Et donc, il n'a pas fait une gouvernance de construction. Et moi qui lui reprochais, et qui lui avait reproché dans plusieurs émissions sur la télévision, qu'il nous a fait la promesse en 2016 de créer un État démocratique. Et j'ai répété phrase par phrase. J'ai encore son projet de société de 2016 avec moi, si vous voulez, je vous l'envoie. Mais que pourquoi on n'arrive pas à la destination qu'il nous a promise en 2016 quand on l'avait élu. Maintenant, je comprends pourquoi on n'arrive pas à cette destination, mais je n'excuse pas qu'on n'arrive pas à cette destination. Donc, moi, je ne pense pas, c'est-à-dire quand, vous savez, les débats, on peut faire les débats de rue. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait beaucoup les débats de rue. Mais on peut faire des débats intellectuels. Et les débats intellectuels, c'est les débats dans lesquels chacun apprend quelque chose de l'autre. Et ne pense pas que l'autre, c'est lui qui est le diable et moi, je suis Jésus-Christ. C'est pas possible. Dans la situation qui arrive à tous ceux qui ne sont pas soutiens de Talon, il n'y a pas un Jésus-Christ et un diable parmi ceux-là. Et même le président Talon n'est pas un diable. Il s'agit de stratégies qu'il met en place pour se protéger, pour pouvoir dérouler son projet qui, à mon sens, est décalé par rapport au projet qu'il nous a présenté en 2016. Mais comment nous l'arrêtons dans cet élan? Si vous vous mettez dans votre chambre, vous pensez, bon, c'est seulement la résistance. Je vous ai dit, l'action collective prend du temps à se mettre en place.
Et il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui pour décourager l'action collective. Je vous ai dit, en 2019, les gens se sont mis dans la rue. En 2020, les gens se sont mis encore dans la rue. 2021, les gens se sont encore mis dans la rue. Donc, ces méthodes ont une limite. Maintenant, on m'a parlé tout à l'heure donc d'autres formes de résistance, boycott de ci, boycott de ça. Je voudrais donner l'exemple de Manchester United. Jusqu'à ce jour, il y a les Qatariens qui étaient venus avec des milliards, 4,5 milliards pour acheter le club. Les propriétaires ont dit non, quand je dis 4,5 milliards, c'est 4,5 milliards de dollars pour acheter le club. Et les propriétaires disent non, niet, on ne vend pas si ce n'est pas plus de 5 milliards. Maintenant, on dit qu'il y a un consortium des Émirats Arabes Unis qui se prépare pour proposer beaucoup de sous pour prendre le club. Mais on aurait pu changer le club avec les Qatariens si les spectateurs, les fans du club décidaient de boycotter, par exemple, un trimestre, juste un trimestre de recettes. Juste un trimestre de recettes et le club, les propriétaires vont vendre le club très rapidement. Mais jusqu'à ce jour, ça ne se réalise pas. Donc, quand vous pensez à l'action ou que vous êtes dans votre idéal, vous revenez dans la réalité et cherchez les exemples dans le monde pour voir comment ça a marché, comment ça a pu marcher, comment ça s'est fait. Et vous verrez que moi, je le dis encore, c'est mon dada sur cette émission et je vous remercie, Monsieur Diossou, de m'avoir invité parce que j'ai toujours écouté. Et n'oubliez pas, chacun de vous qui parlez là, je vous connais bien parce que je vous écoute presque tous les jours. Je vous connais bien, donc ce n'est pas que je ne vous connais pas du tout. Je ne viens pas du noir, donc je ne viens pas parler dans le noir. Et c'est d'ailleurs moi qui ai dit, mais Monsieur Diossou, quand il m'avait parlé la première fois à l'entretien, je pensais même que c'était avec vous que j'allais interagir. Et je connais vos positions, et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir, que la solution, elle est composite. Elle n'est pas univoque, linéaire, et chacun des leaders prenez-les, sauf, je l'ai dit, Kémy Séba, qui est dans la stratégie composite. Vous avez vu les 3 points qu'il a énumérés lorsqu'il voulait déclarer sa candidature le 1er janvier. C'est une stratégie composite. Et il n'a pas exclu les élections. C'est pourquoi il a commencé à vous dire tout de suite, je n'ai pas vu un général de guerre qui, dès le départ, dit, moi, je ne fais pas ça parce que je n'utilise pas cette arme parce que, mais si vous avez que des armes à longue portée pour faire la guerre, parce que vous pensez que l'ennemi est loin, et que vous le retrouvez dans vos cuisses rapidement, qu'est-ce que vous faites? Il vous faut les armes de courte portée. Alors, c'est maintenant que vous allez commencer à commander maintenant les armes de courte portée. Oui, c'est ça ce qu'on appelle stratégie, mes chers amis. Donc, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous manger le nez. Celui-ci est mauvais, celui-ci est cela. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la réflexion ensemble pour trouver des solutions qui se posent au pays. Et moi, je dis que le président Talon, dans son intervention, a vraiment ouvert la voie à la réflexion maintenant. Et nous pouvons réfléchir à partir de ce qu'il a dit. Et nous pouvons dire, oui, on peut dire, même le dialogue que vous demandez là maintenant, moi je pense qu'on peut faire ce dialogue-là avec le président Talon. Mais sauf que les 10 dernières années, il s'est enfermé dans la stratégie d'éliminer ce qui l'empêche de mettre en œuvre son programme. Et il ne veut plus rien entendre que les sages viennent dire ceci ou que celui-ci. Il ne veut plus rien entendre. C'est pourquoi le discours de l'année dernière, de fin d'année, je vous dis que si vous prenez, c'est d'une richesse extraordinaire cet entretien-là. Réécoutez l'entretien. Dans l'entretien, il y a tout. Il y a tout ce qu'il fait, sa stratégie. Il y a encore tout ce qu'il faut pour défaire cette stratégie. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de l'implicature, utiliser le système.
Et vous voyez, quand vous l'écoutez jusqu'à un niveau, il a fait ci, il a fait cela. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et vous écoutez, et vous rentrez dans notre histoire pour chercher maintenant les moyens de ce que lui il a fait. Et vous voyez, donc moi, vous voyez, c'est pourquoi je vous disais que moi, je suis au-dessus maintenant des critiques où on vous lance des choses là. Parce que bon, moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent hein, dans les émissions, elles sont nombreuses maintenant. Tapez Paul-Marie Ouessou, vous verrez c'est plein maintenant. Les gens disent que je me promène sur la télévision, un peu comme si c'est moi qui vais demander aux télévisions, pardon, venez me prendre pour faire cela. Et les télévisions peuvent témoigner que parfois moi je ne veux même pas intervenir, mais c'est elle qui m'appelle. Donc, okay. Allez voir. Moi, je suis constant dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses. Et ne dites pas discours sans action. Moi, je suis un homme d'action et de discours. Les deux à la fois. Ok, merci, monsieur Ouessou. Ok, je ne sais pas si vous avez encore du temps pour nous. C'est ça, il faut que je vérifie avec vous avant de continuer. Parce que ça dépend. De temps vous voulez encore, ça dépend. Non, c'est nous on est là. La façon dont le panel fonctionne, on fait une première partie avec l'invité, mais on peut faire aussi un débat général. Mais si vous êtes là, vous avez encore du temps, on peut faire le débat avec vous jusqu'à un moment donné là. Je pense qu'il est on a encore 1 heure encore. Je ne sais pas si vous êtes encore bon pour 1 heure. Je peux tenir encore 1 heure, sinon je vais dormir. Ok, donc. Vous savez qu'il Oui, j'ai vérifié. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez tenir encore. Je ne vais pas au boulot demain, donc je vais dormir le reste de la journée. Ok. Donc, on va permettre, parce qu'il y avait des motions que j'ai mis en attente pour voir si les gens qui voulaient réagir à tout ce qu'ils entendaient. Mais avant les motions, je vais permettre à Grand Popo la joie de réagir d'abord et puis après... je vais intervenir rapidement. Oui, monsieur Yeto, juste 1 seconde. Je vais vous donner la parole. Soyez patient. Il y a avant vous d'autres personnes qui ont demandé. C'est là avant vous, monsieur Yeto. Oui. Ok, merci beaucoup, Africa. Bonjour, Dr. Paul-Marie Ouessou. Bonjour. Vous allez beaucoup m'excuser. Mon français est le français de rue. Moi, je ne suis pas un académicien. Donc, vous allez beaucoup m'excuser. Alors, vous avez dit... C'est un bon français. Quand on ne se comprend, le français pose problème. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez dit une chose que je suis content, je suis d'accord avec vous. Parce que pour un général d'aller en guerre, il ne doit pas refuser un arme. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous avez parlé du dictateur gambien, Yaya Jammeh. Vous avez donné son exemple, mais vous n'avez pas expliqué comment il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est parti du pouvoir? Oui, parce que vous avez donné un exemple. Vous vous rappelez, vous avez donné un exemple sur lui. De voir le cas de le dictateur Yaya Jammeh. Vous avez dit ça, non? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez que je vous explique, c'est ça? Oui. Si vous voulez, hein, c'était ma seule question que j'ai à vous poser. Je vous explique très rapidement. Je vais faire bref puisque c'est votre débat général. Le dictateur Yaya Jammeh, je ne peux plus dire l'année exactement, mais il a pris le pouvoir par la force. Il a fait coup d'État pour prendre le pouvoir. 18 ans, il a trôné. C'est lui qui était guérisseur de sida, c'est lui qui fait gris-gris pour celui-ci, c'est lui il a fait tout. Il avait des voitures, c'est-à-dire c'était de l'insolence, mais qui, dans l'assise de pouvoir, c'est-à-dire l'armée, puisque il est de l'armée, il a fait coup d'État pour prendre le pouvoir. Mais vous savez un peu comme on organise les élections pour recycler le système. C'est ça qui se passe au Cameroun. Comme je le dis aux Camerounais, ils n'ont jamais eu de démocratie. C'est des recyclages qu'ils font. C'est des recyclages que Paul Biya fait, c'est-à-dire pour se redonner de la peau neuve et puis continuer. Simplement, il n'y a jamais eu de démocratie. Mais lui, donc, a commencé à faire aussi les recyclages, les élections de recyclage là, pour se donner de nouvelles
de nouvelles vies. Parce que vous savez, le problème avec les dictatures, de façon générale en Afrique, c'est que lorsque vous commencez à ne plus faire ce recyclage-là, où on fait semblant d'élection pour se faire élire ou bien pour faire cela, et bien les institutions qui vous financent et qui dictent généralement vos programmes là disent qu'elles ne vont plus vous financer. Ça fait que donc il faut faire les recyclages les élections de recyclage là pour permettre que le système se perpétue. Donc il a voulu tenter de le faire. Puis le président actuel, j'oublie un peu son nom, je peux être connaisseur de tout, mais j'oublie des noms puisque quelqu'un me reprochait de Yantassi, je l'ai suivi, je ne sais plus combien de fois et combien d'années je l'ai suivi, mais sur le coup je peux oublier son nom. Donc si c'est ça que quelqu'un peut trouver comme défaut, bon c'est son problème. Mais le président actuel a décidé d'aller aux élections. C'était un homme d'affaires qui a décidé d'aller aux élections. Dans un contexte où la Cour constitutionnelle, c'est lui qui a nommé tout le monde. C'est un dictateur. Donc le système établi depuis 18 ans, tous ceux qui sont dans l'appareil d'État, les institutions ont été nommés par lui. Et j'ai dit, la Sénat qui organisait les élections là, était à la présidence et c'est dirigé par son beau-frère. Et ils ont organisé les élections. L'autre a participé, mais l'autre, pour participer, a préparé le terrain. Tout le terrain. Et vous voyez un peu comme, il a préparé la jeunesse, un peu comme ce qui s'est passé au Népal. Et quand les élections sont terminées, Yahya Jammeh, donc dans les rituels traditionnels, a voulu proclamer les résultats en sa faveur, un peu comme vous voyez ce qui s'est passé au Cameroun récemment, a voulu proclamer les résultats en sa faveur et l'a fait. Et son challenger, l'actuel président, je vais vous dire. Barrow. Exactement. Alors, donc, il a eu, c'est un homme d'affaires, donc vous comprenez qu'il a de l'argent pour qu'on surveille le vote, qu'on ait les procès-verbaux, qu'on ait tout ce qu'il faut pour contester. Et c'est en cela que je fais référence à 2023. Parce que quand je vous dis que c'est 28% ou 27%, enfin à peu près 25% du territoire qui a été surveillé par les démocrates, mais c'est que vous avez 75% du territoire qui n'ont pas été couverts par la surveillance des démocrates. Et donc, lorsque on a eu les résultats, vous savez comment ça s'est terminé. On a demandé les preuves de la réclamation des démocrates. Et ça s'est terminé par les procès-verbaux qu'ils n'avaient pas et qu'ils sont allés demander à la Sénat, que la Sénat a déclaré caduque. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé en Gambie, l'autre avait les preuves, en tout cas 80-90% des preuves, il les a en main. Et là, les institutions, comme ça a commencé, les manifestations ont commencé contre le système. Les institutions, la CEDEAO surtout, est venue et on a présenté les preuves à la CEDEAO. Quand la CEDEAO a les preuves, la CEDEAO ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça qu'on a on a demandé au président d'abord de reconsidérer sa position et de revoir les résultats. Il n'a pas voulu le faire, comme la plupart des dictateurs d'ailleurs n'aiment pas les injonctions qui viennent de l'extérieur. Et cela se passe encore, vous le savez bien, en Colombie, je crois, en Colombie, en ce moment même. Alors donc, il n'a pas voulu respecter les injonctions qu'on lui a données. Et la CEDEAO a décidé de mener une opération pour le déloger en s'appuyant sur le Sénégal qui enclave la Zambie. Vous voyez, le Sénégal qui est autour de la Zambie. Donc, la CEDEAO s'appuie sur les forces armées du Sénégal, puis envoie un contingent. Et quand le contingent a déclenché son opération, Yahya Jammeh a fui le pays.
Monsieur Paul, bon, je le dis poliment, moi, j'ai un ami qui était dans ce groupe-là. En fait, c'est des jeunes Sénégalais qui ont dit, mais la petite Gambie, là, nous n'avons pas besoin de contingents, nous n'avons pas besoin de CEDEAO, eux ne font plus confiance aux institutions. Et c'était des Sénégalais. J'ai un ami qui était devant ce contingent-là, enfin, ce groupe de civils sénégalais qui ont sauté les murs, qui sont rentrés dans le pays, puisque le pays, c'est au milieu carrément, c'est dans le Sénégal. Ils sont rentrés là-dedans et là, le mec, il a pris peur. Je me souviens très bien, j'ai suivi ça de très près. Aujourd'hui, cet homme, il était jusqu'à l'année surpassée à la tête de la Fédération française la Fédération sénégalaise de Scrabble, et j'étais parmi eux, donc je connais très bien cette histoire. Et je pense que c'est le peuple du pays voisin plutôt qui est rentré, c'est la pagaille totale, la débandade, et c'est pour ça plutôt qu'il a fait partir. Mais bon, je vous laisse continuer votre chose. Merci beaucoup, Georgia. Et bien, Africa, tu es là? Bon, ce que vous dites n'exclut pas quand même ce que je viens de dire, puisque la CEDEAO était dans la... Merci, mais monsieur Wessou, il y a quelque chose qui vous a échappé. Oui, je ne suis pas... Non, quelque chose vous a échappé parce que au premier moment, Yaya Jammeh avait accepté sa défaite, ou non? C'est après qu'il veut encore retraiter, ils ont dit non. C'est de là que la population s'est soulevée contre lui. Ah, si vous venez de dire que non, que Barrow a préparé déjà la jeunesse, non. J'espère que nous avons suivi. Il y a eu élection, non, papa? Il y a eu élection, non? Et il y a eu la participation de l'opposition à l'élection, là, non? Donc c'est suite à ça qu'il y a ce que... Voilà, c'est ça qu'on parle. Ok, les amis, on va arrêter de parler tous au même moment. Ok, je pense que on va fermer cette parenthèse de la Gambie parce que c'est peut-être loin dans le rétroviseur, et puis les récits peuvent varier d'un panéliste à un autre. Revenons à ce qu'on connaît le mieux, ce qui se passe actuellement au Bénin. Donc, on va reprendre le tour maintenant avec les motions, comme ça va être le débat général. Je vais juste rappeler, on peut ne pas être d'accord sur les points de vue des uns et les autres, mais il faut que ça se fasse quand même dans la courtoisie, en choisissant les mots pour que l'espace qu'on a créé pour échanger soit un espace respectueux. C'est à cette condition d'ailleurs qu'on va attirer de plus en plus de personnes qui vont venir partager ce moment avec nous. Donc c'est important que dans les mots qu'on choisisse, qu'on soit quand même qu'on respecte l'opinion de l'autre. On lui accorde le crédit de ses opinions, même si on n'est pas d'accord, et qu'on sache les mots qu'on utilise pour ne pas indisposer nos vis-à-vis. Ok, donc on va reprendre le tour par les motions. Le Russe, tu peux faire ta motion. Après, je vais donner la parole à Monsieur Yeto et après Georgia. S'il vous plaît, j'attendais depuis. Non, mais Monsieur Yeto, vous n'attendiez pas plus que moi. Attends, s'il vous plaît. Non, j'étais là avant vous. La parole après moi. Calmez-vous. C'est un ordre. C'est un ordre, hein? Bien sûr. Oh. J'étais là. Quand je dis que c'est un ordre, je ne vous donne pas des ordres. Je dis que c'est ordonné, quoi. Non, j'étais là avant vous, bien avant vous. Bon, et voilà que le modérateur m'a donné la parole. Est-ce que vous pouvez quand même respecter la police du débat? Allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je vais faire grâce à des intrigues qui se sont entremêlées dans ce débat. Et je promets d'en faire un décryptage sur mon panel dans la journée de demain et de certaines choses dont je n'aurai pas le temps de bien décrypter parce que il faut savoir que l'objectif de nos lives, c'est un rendez-vous de donner, de recevoir et c'est en même temps un rendez-vous d'éveil de conscience. Vous voyez? Et ce qui m'a amené sur le live, surtout à vouloir débattre avec Monsieur Paul-Marie Wessou, c'est cette intervention-là. Là, je vais recadrer encore les choses. Écoutez. Et qui ont dit, oui, on ne va pas à une élection avec un dictateur, je crois qu'ils se trompent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai. Un dictateur a toujours toutes les cartes en main. Un dictateur peut toujours
à tout moment faire ce qu'il veut pour contrôler un processus comme il veut. Mais il arrive toujours ce moment M, où il y a une petite faiblesse, c'est ça que tout le monde prend et qui fait qu'on arrive à atteindre les objectifs, donc de lui prendre le pouvoir. Et qui ont dit... Alors, donc... Oui, le russe, juste une seconde, je vais te laisser continuer. Cet extrait-là, ça fait partie d'un extrait de 18 minutes. Donc, la réponse à cette question-là, Monsieur Rousseau avait répondu pendant 18 minutes. Maintenant, pour annoncer l'émission, j'ai pris juste 1 minute parce que je ne veux pas mettre une vidéo longue. Ok, mais tu peux continuer. Oui, bien sûr. L'idée générale, nous avons compris. Et puis, dans son développement ici, on a longuement compris ce qu'il veut dire. Le fait de dire, de penser que ceux qui demandaient à ce qu'on n'aille pas aux élections dans ces conditions se sont trompés. Je voudrais rappeler d'abord que quand on parle de résistance et tout, ça ne veut pas dire non aux élections. Je pense que nous sommes suffisamment matures ici, intellectuellement, pour comprendre cela, pour faire la part des choses. Ce n'est pas non aux élections. Ce n'est pas non plus de la violence. C'est d'abord, avant même de parler de stratégie, c'est une question de principe et d'éducation. C'est une question de bon sens. Et le bon sens voudrait que dans un pays où les citoyens se réclament démocrates, dans une république, dès lors que les conditions, les fondamentaux pour aller aux élections ne sont pas réunis, il serait utopique, voire il serait même complice de participer aux élections dans ces conditions. Quand j'ai suivi Dr Paul-Marie Wessou dans ce développement, il a fini par nous dire que la solution se retrouve dans des codes ou bien des clés réparties entre chaque opposant. Ce qui revient à l'idée maîtresse de la résistance, qui voudrait dire tuons nos logos, tuons nos égos. Alors, si Dr Paul-Marie Wessou revient à cette conclusion, je me demande finalement de quoi parle-t-on? Est-ce que nous avions pris entre-temps le temps de bien écouter la philosophie derrière la résistance, ou nous avons simplement écourté nos réflexions à la personne de candidat Zanaï? C'est cette erreur qui peut nous amener à déclarer que ceux qui disent aller aux élections dans ces conditions, aller aux élections, se sont trompés. Ceux qui se sont trompés ici, dont on peut prouver même l'échec de leur stratégie, ce sont ces personnes-là qui ont fait des compromissions, qui ont accepté et bafoué les principes fondamentaux des valeurs pour aller aux élections dans ces conditions. Et les preuves sont là, ils ont échoué. La seule personne qu'on devrait féliciter ici, ce sont ces personnes-là qui ont parlé de résistance, qui ont dit que les conditions ne sont pas réunies. Ces personnes, ce sont ces candidats Zanaï, c'est Kémy Séba, c'est Martin Rodriguez, c'est Joseph Tameyon. C'est plusieurs figures qui sont passées ici. On ne va quand même pas mettre en question leur capacité intellectuelle. On ne va pas quand même nous dire ici qu'ils ne sont pas cultivés. Parce que ces personnes n'ont pas eu besoin de nous dire leur parcours, ou de nous montrer leur diplôme pour faire valoir leurs idées. Ils ont été clairs. Et nous avons vu les résultats. Et lorsque mon grand frère, Paul-Marie Wessou, vient nous parler de l'histoire des frères musulmans, et je dis là, il s'est encore trompé. Là où il s'est trompé, je vais vous expliquer. Il a oublié certainement, il a oublié que les frères musulmans sont venus au pouvoir après la révolution de 2011. La révolution de 2011 qui a fait partie Hosni Moubarak, qui est resté au pouvoir
près de, plus de, je pense, 40 ans ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, il a passé un sacré bout de temps au pouvoir. C'est le printemps arabe qui a fait partie ce dictateur. Et après, les gens ont mis en place, et les frères musulmans ont compris. Ils ont compris qu'il fallait, comment on appelle, assister, soutenir la révolution. Et ils ont soutenu la révolution en son temps. Et lorsqu'ils ont mis en place maintenant un état de droit, ils ont organisé des élections libres et transparentes. Là, les frères musulmans ont pris le pouvoir. Donc, l'exemple, en réalité, que Paul-Marie Wessou nous donne ici, c'est en quelque sorte donner de l'eau à notre moulin. C'est en quelque sorte nous donner raison. Donc, je pense que finalement, Paul-Marie Wessou, s'il veut être vraiment sincère, il devrait nous dire, oui, vous aviez raison. Oui, je me suis peut-être trompé en disant que ceux qui ont dit on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions, ils avaient raison, ils n'ont pas eu tort, ils ne se sont pas trompés. C'est ceux qui sont allés aux élections dans des conditions comme ça, qui se sont trompés. Maintenant, en ce qui concerne comment s'organiser pour prendre le pouvoir, c'est deux choses différentes. Ici, il ne s'agit pas de s'organiser pour prendre le pouvoir à Patrice Talon. Non, voilà encore quelque chose sur lequel on ne se comprend pas. Il s'agit de s'organiser pour ramener l'état de droit. Et je pense que la Dandouzan l'a bien expliqué. Dialogue national inclusif. Dialoguer avec tout le monde. Mettre en place un écosystème favorable à une élection libre et transparente où le peuple peut bien s'exprimer. Et là, toutes ces personnes qui se sont réunies au sein d'une résistance, toutes ces personnes qui ont résisté, pourront maintenant candidater. Ils peuvent même s'opposer l'un contre l'autre. Mais là, on aurait travaillé à ramener la résistance. Et ce que je dis, je ne l'invente pas. Ce n'est pas de la violence. Ce n'est pas de l'apologie d'une quelconque violence. Je l'ai même démontré par l'article 66 de notre Constitution qui l'a prévu, la désobéissance civile. Donc, pour finir, les amis, celui qui a dit que Talon est un président légitime, je pense que c'est son droit absolu, c'est son opinion. Mais ce n'est pas mon opinion. Parce que pour moi, depuis 2021, Talon, pour moi, est un président de fait. Il est un président de fait. Pour moi, ça c'est mon opinion. Parce qu'on sait très bien les événements de 2021 qui ont conduit notre grande sœur Rikiat Madougou en prison, Joël Aïvo en prison. Donc, les amis, il faut qu'on sache raison garder. Résister à un dictateur, c'est d'abord une question de principe. Ne pas aller à une élection où les jeux sont pipés d'avance, c'est d'abord une question d'éducation. Paul-Marie Wessou l'a dit quelque part tout à l'heure. Il ne va pas sur tous les panels. Si j'ai mon principe, je vois un panel qui est désorganisé, ou bon, je vois que ma place n'est pas là, par principe, je ne peux pas. Parce que je me dis que les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse bien m'exprimer et que les gens puissent me comprendre sur ce panel. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, maintenant, en ce qui concerne la stratégie, les codes, les clés, mais résistons, mettons-nous, acceptons la notion de résistance. Acceptons que, telles que les conditions sont, ce que présente Patrice Talon aujourd'hui, nul ne peut aller aux élections dans ces conditions et espérer gagner. Surtout que les rares cas, même le cas de Yaya Jammeh est resté au pouvoir pendant un peu plus de 22 ans. Le russe, tu as encore 30 secondes. Donc, même les exemples donnés, quand on doit faire même une étude comparative où le peuple s'est levé pour mettre en place cet état de droit, pour récupérer sa souveraineté qui lui est de droit, si on doit faire cette étude comparative avec les cas où c'est pas élection qu'on déchoit le dictateur de son pouvoir, je pense que de manière scientifique, vous allez encore nous donner raison.
Parce que ces cas sont nombreux. Les cas où c'est le peuple, lorsque le peuple réagit, ça donne beaucoup plus de résultats que les cas où on attend un dictateur pendant près de 40 ans pour attendre, pour espérer un petit moment de faiblesse. Je pense que ça, c'est beaucoup plus utopique. Merci. Ok, merci beaucoup. Docteur Rissou, je sais que vous pouvez réagir à ce que vous avez entendu avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre. Vous savez, il arrive à un niveau de débat où moi, je ne fais que sourire. Et c'est ce qui est arrivé maintenant avec le Russe. Je suis désolé, quoi. Mais on ne peut que sourire quand on l'écoute. Parce qu'il a un principe de débat, c'est de m'opposer à Candida Zanaï, à Rodriguez, et de démontrer qu'ils n'ont pas dit leurs choses là. Moi, je ne sais pas s'ils suivent vraiment ces gens-là. Hein. Moi, ce sont mes grands frères. Et moi, je les suis tellement. Rodriguez, prenons-le. Il ne vous a pas dit qu'il est industriel? Il ne vous dit pas combien d'industries il a fait? Il ne vous dit pas ça? Ah ben, comment vous écoutez alors les gens qui viennent sur vos panels? Le candidat Zanaï, il ne vous a pas dit qu'il est philosophe politique? Il n'a pas dit ça? Et ne dit pas que lui, il est spécialiste enfin, j'oublie le nom. Là, c'est mon défaut à moi. J'oublie les noms. Donc, j'oublie le nom du roi, comment on appelle, de l'Empire romain. Qu'il cite souvent, et qu'il dit qu'il est spécialiste. Sénèque. Sénèque. Il n'a pas Sénèque. C'est ce qui vous sélectionnez, quand vous écoutez vos interlocuteurs dans un débat, vous sélectionnez des éléments pour les opposer à ceci et pour démontrer qu'ils ont tort. Écoutez, sur l'affaire de l'Égypte, j'ai été clair. J'ai dit que les militaires ont repris le pouvoir après les manifestations, avant d'organiser les élections. Je l'ai dit, si vous ne l'avez pas écouté, bon ben, moi je ne peux rien pour ça, par exemple. Et sur la Gambie, vous pouvez me trouver du tort partout. Moi, j'en ai souvent, hein. Mais quand même, quand je dis mes choses, je les dis et vous pouvez les réécouter. Je vous ai dit, il y a tellement maintenant de vidéos de moi. Ou bien peut-être vous allez sur ma page Facebook, parce que systématiquement, j'essaie de les mettre là et vous allez les parcourir un peu. Vous allez voir qui je suis, comment je parle. Et tous ceux qui viennent à vous, Tameyon vous a dit, le grand frère Tameyon, il est grand frère. Vous savez qu'il est il est marié comme moi. Vous le savez? Il vous a dit, il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Donc, ne me dites pas qu'ils ne viennent pas vous dire, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais tous sont dit. Parce que la référence, votre expérience justifie les mots que vous utilisez, les arguments que vous utilisez, comment vous les utilisez. Je ne peux jamais faire un débat où je vais dire je peux égaler un stratège entrepreneur comme comment il s'appelle, Rodriguez. Jamais. Il va me battre à plate couture. Je le sais. Mais moi, je vous ai dit que moi, j'ai étudié comment dirais-je, je suis un théoricien de la gouvernance d'État. 6 ans d'études. Et ça, ils le disent tous, eux-mêmes, ils le disent. Si vous ne les avez pas entendus, reprenez tout ce qu'ils ont dit et écoutez-les bien. Tous, chacun d'eux, dit ça. Ce candidat Zanaï, il le dit à plein temps. Ce qu'il est, comment il est, et pourquoi il raisonne comme il raisonne. Donc, ne cherchez pas à m'opposer à eux, ne cherchez pas à me trouver de tort et à leur trouver de raison, ne cherchez pas à dire que moi je reviens à quelque chose. Je l'ai dit et je l'affirme, se tromper. On se trompe même en science. Et je dis que le fait que chacun d'eux reste dans son camp, c'est se tromper. Ça, je l'ai dit aujourd'hui, dans 20 ans, venez me poser la question pour voir si j'avais raison. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous voulez me démontrer. J'ai raison. Moi, je ne cherche pas une raison. Hein. Nous sommes dans des arguments scientifiques quand même, d'un certain niveau, quoi, pour donner, pour expliquer les phénomènes que nous vivons. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé le phénomène qu'on appelle gouvernance à travers des situations précises. J'ai étudié ça et j'ai sorti de là une certaine théorie, ou des théories. Il y en a 3 ou 4 de cette thèse.
Et donc, bon, que vous voyez que c'est rien, ou ça ne vaut rien, bon, c'est votre droit le plus absolu, mais moi, ça ne me dit absolument rien non plus, parce que j'ai mis 6 ans de ma vie à faire ça. Et je ne peux pas donner de valeur à autre chose que ça. 6 ans de ma vie, chaque jour, dimanche, lundi, mardi, tout ça, jusqu'à samedi, à faire ça. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas été au cœur de ça, venir dénigrer ça de votre main gauche. Bon, moi, peu m'importe ce que vous pensez de ça. Hein. Ok, on va écouter le second. Monsieur Yeto, vous pouvez prendre la parole maintenant pour votre motion. Merci beaucoup, merci. Et je resalue le docteur Paul-Marie Rissou pour tout ce qu'il a dit. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit. J'ai compris que la machine est en marche. Et quand la machine est en marche, dans quel contexte c'est? C'est dans le contexte où il y a un conflit entre Yahi et Talon. Et Yahi et Talon doit sécuriser sa gouvernance et en le faisant, il a oublié le peuple. Il a oublié le peuple. Et il a un objectif, il fonce droit dans l'objectif. Mais il y a à craindre. Il y a à craindre les prisonniers politiques. Après Talon, qu'est-ce qui adviendrait aux prisonniers politiques? Est-ce qu'ils pourront sortir? Les exilés, est-ce qu'ils pourront revenir? Qu'est-ce qui va arriver après Talon? On ne sait pas. Il y a un point d'interrogation là. J'aurais bien aimé que notre invité me parle un peu sur cet aspect parce que ça, on se demande quelle histoire on voudrait écrire. Et cela, ça m'amène à craindre. Il y a autre chose. On a parlé de trêve politique. Et bon, moi, je ne suis pas pour, hein, et je ne suis pas pour aussi la Sénat. Dans un climat de trêve politique, d'ailleurs même, et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui croient qu'ils ont la science infuse, qu'ils détiennent toute la connaissance, et parfois, ils foncent droit. Dans le cas de Talon, on sait maintenant ce qui l'oriente et il est en train de prendre certaines décisions qui ne favorisent pas forcément le peuple. Mais maintenant, concernant la trêve politique et le Sénat, je ne suis pas pour. Parce que la trêve politique nous amène ça va amener à museler le peuple. Et ça va amener à museler aussi les partis politiques. Et cela, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait cette contradiction. C'est dans cette contradiction-là qu'on va amener les gouvernants à toucher du doigt certains aspects qu'ils ne peuvent pas de leur position voir. Et cela, c'est très important. Mais néanmoins, au niveau de la Sénat, bon, l'aspect que ça montre actuellement, je ne suis pas pour. Mais il y a des problématiques qui nous amènent à repenser la chose. Parce que j'ai observé les débuts de gouvernance de chaque nouveau président ont été chaotiques. Que ce soit Yahi, lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir au Bénin, ça a flotté de l'aile. Et ça n'a pas été facile avant qu'il ne se retrouve. Et dans le cas de Talon aussi, c'est la même chose. Il a commencé par montrer son autorité en cassant tout ce qu'il a lieu de casser, ceux qui se sont installés. C'est vrai que la cause est juste, mais il a la manière de le faire aussi
qui n'était pas bon. Mais maintenant, et sur cet aspect, on doit réfléchir à ce que l'expérience de... Et je reviens encore en arrière en disant que concernant Talon, là où il est maintenant, il va vous dire qu'il est mieux aguerri pour mieux gérer le pays. Et c'est le cas qu'on a connu lorsque on a connu Kérékou II, après qu'il a eu l'expérience et qu'il a vu que oui, après le passage de Soglo, il a vu que oui, mais je pouvais faire autrement. Il a commencé par dire, lors du campagne qu'il a amené à revenir au pouvoir, qu'il pouvait faire autrement. Et il est venu, effectivement, il a fait les choses, mais néanmoins, il a des choses à redire dessus. Et tout ceci m'amène à dire qu'on ne peut pas être fermé aux critiques. Il faut être ouvert aux critiques, et c'est dans ces critiques-là qu'on peut avancer. Donc, il est nécessaire qu'on pense à l'expérience présidentielle et qu'il serait nécessaire que les devanciers, ceux qui ont été présidents, soient réunis. Si ce n'est pas l'appellation Sénat, moi j'aurais souhaité que ça soit dans un creuset où je pourrais l'appeler Conseil présidentiel et qui vont guider, non pas pour s'imposer, mais qui vont être des conseillers permanents au nouveau chef d'État. Ça va beaucoup nous aider. Le nouveau chef d'État peut s'enrichir de l'expérience des anciens présidents. Il faut ça. Il faut ça pour notre pays. Et il a aussi autre chose Monsieur Yeto, encore 30 secondes. Il a aussi autre chose que je vais dire. J'aurais souhaité, c'est un appel au président Talon, j'aurais souhaité qu'il pense au peuple. Et parce que le creuset entre le riche et le pauvre, ça devient profond. Et il serait nécessaire de trouver des mécanismes pour pouvoir réaménager les choses parce que ce n'est pas bon. Bon, je m'arrête là pour l'instant. J'ai noté des choses. Ok, non, on aura d'autres lives où vous pouvez avoir plus de temps. Comme on a un invité, la priorité, c'est qu'on donne la parole à l'invité. Donc, on essaie d'être concis. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, Dr. Wessou, je ne sais pas si vous avez noté des éléments sur lesquels vous voulez réagir. Oui, par rapport à l'ami. Non, vous savez, moi, je le dis, hein, le débat sur notre avenir politique, sur notre vie politique, doit se faire. Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé d'aller dans les médias. Parce que j'ai fait beaucoup de travaux. Par exemple, cette année, hein, on m'a invité à faire une communication à un colloque. Bon, malheureusement, j'ai pas pu finir l'article pour que ce soit publié, mais j'ai fini finalement l'article. Et puis, le retard que ça a pris, j'ai dit, bon, ben, les gens n'auront plus besoin de ça, donc, mais c'est fini, j'ai écrit jusqu'au dernier mot. Et puis, j'ai pris la décision maintenant de transformer ça en un article scientifique. Donc, je vais maintenant y associer maintenant les éléments scientifiques pour que, parce que là, il y a vraiment des données que vous pouvez voir comment notre système politique a évolué pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et le thème de l'article, c'est l'héritage de la conférence nationale face aux pratiques politiques des gouvernements successifs. Donc, j'ai pris le gouvernement de Soglo, le gouvernement de Kérékou, le gouvernement de Yahi et le gouvernement de Talon que j'ai maintenant confronté à l'héritage de la Constitution. Et si on n'a pas le temps pour que je vous en parle un peu plus ici, mais dès que je fais la promesse que dès que je remets ça sous la forme scientifique, maintenant que je publie ou je veux publier, je vais